Donc effectivement, je fais partie d'un collectif qui s'appelle l'ATECOPOL pour l'atelier d'écologie politique. On est maintenant 200 membres de l'ATECOPOL à Toulouse, donc c'est un collectif qui réunit des gens de toutes les disciplines. On est à peu près 50% sciences dures et 50% SHS et de tous les établissements du site toulousain. Et c'est vraiment un vivier de réflexion, c'est extrêmement riche de faire partie de ce collectif. Et ça a vraiment suscité beaucoup de projets divers et variés au sein de ce collectif, donc notamment le plus classique pour nous, c'est l'organisation de conférences qu'on appelle les sémécoles, et que je vous invite, qui ont été tous enregistrés, que je vous invite à découvrir, mais aussi on a fait pas mal de tribunes, d'interventions dans le débat public. On intervient aussi au niveau de la formation, etc. Donc vous pourrez trouver tout ça sur notre site web, je ne vais pas m'étendre plus. Avant de dire ce dont je vais parler, je vais présenter ce dont je ne vais pas parler aujourd'hui, c'est-à-dire je ne vais pas faire une conférence sur le réchauffement climatique, le GIEC, etc. Donc je pense que de toute façon, ici, le public, bonjour, vous êtes pour la plupart d'entre vous déjà au courant de ce sujet-là. Et je ne vais pas non plus parler de la recherche scientifique et du rôle qu'on peut avoir en tant que chercheur ou scientifique face à l'urgence écologique. On avait hésité à savoir si j'allais faire une conférence sur ce sujet-là ou sur celui-là, et sachant que une conférence sur l'urgence écologique et le rôle du scientifique, elle existe déjà sur YouTube, je l'ai déjà donnée à de nombreuses reprises dans des différents laboratoires, donc si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez la retrouver en ligne. Donc, ce dont je vais parler aujourd'hui, je vais quand même faire 2 slides, parce que c'est quand même un peu le passage obligé, je vais quand même faire 2 slides, mais pas plus sur les messages clés des derniers rapports du GIEC. Et après, j'aimerais vraiment me focaliser, comme le titre l'indique, sur la sobriété dans les rapports du GIEC, et discuter d'une très fameuse étude, l'étude de Carbone 4. Alors, je vais attaquer direct par un petit sondage. Qui a déjà lu dans un article ou entendu à la radio cette phrase-là, qui est la sobriété individuelle représente 25% de notre empreinte carbone et le reste c'est du collectif. Voilà, c'est exactement tout le monde, tous les gens qui s'intéressent à ces sujets-là, une grande majorité l'ont entendu, et donc on discutera de cette phrase dans la deuxième partie. Donc quelques messages clés issus du dernier rapport du GIEC. Donc vous le savez, le réchauffement climatique s'accélère, impacte les humains, les écosystèmes, et comme le dit Christophe Cassou, notre climatologue à Toulouse, la neutralité, quand on parle de neutralité carbone, c'est vraiment une contrainte géophysique. C'est-à-dire que si on veut stabiliser la température, ça nous impose la neutralité carbone. Alors, suivant si on atteint la neutralité carbone plus ou moins tôt, on va plutôt stabiliser la température à 1,5, 2, 3, 4, on ne sait pas. Et actuellement, donc ça c'est les courbes de différents scénarios du GIEC et les projections de hausse de température associées. Donc ce qui est maintenant à peu près clair, c'est qu'en 2030, ou même avant 2030, on passera le seuil de 1,5. Et c'est cette inertie qui fait qu'il y a une certaine hausse de température qui est un peu inévitable. Ce n'est pas une inertie physique, c'est-à-dire c'est pas le système climatique qui a une certaine inertie qui fait que si on arrêtait d'émettre, en fait ça continue. Non, c'est vraiment l'inertie des sociétés humaines qui fait que on ne peut pas arrêter évidemment d'émettre des gaz à effet de serre du jour au lendemain. Donc c'est à peu près clair que le 1,5 c'est mort, mais ça ne veut pas dire que d'un seul coup il faut se dire du coup on va à 2 degrés ou bien 3 degrés parce que 1,5 c'est mort, c'est trop difficile. L'autre message des climatologues, c'est chaque fraction de degré de compte. Donc si on a loupé 1,5, le prochain objectif c'est 1,51 puis 1,52. Et de toute façon, toutes les conclusions sur ce qu'il fallait faire pour rester en dessous de 1,5, elles restent toujours valables, même si on n'y arrive pas, c'est toujours décroître radicalement nos émissions. Donc vous avez peut-être déjà vu aussi ce graphe-là, ce sera mon dernier cours, mais ça c'est la courbe des émissions pour 1,5 degrés, ça c'est pour 2 degrés, et ça c'est ce à quoi se sont engagés les États. Donc l'autre message qui est extrêmement clair, c'est que d'une part, même les engagements des États sont insuffisants
pour 1,5 degré et 2 degrés. Et en plus, on a un certain nombre d'États qui ne respectent même pas leurs engagements, dont par exemple la France. L'autre chose qui est relativement claire aussi, c'est que suivre ces courbes, c'est a priori incompatible avec le mode de vie occidental actuel, et notamment en plus si on imaginait que ce mode de vie était partagé par le plus grand nombre à l'échelle planétaire, et c'est très probablement incompatible également avec la croissance du PIB, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc la conclusion de cette partie, je dirais, c'est pas ouf. Pourquoi c'est pas ouf? Parce que quand je demandais à mes étudiants en intro d'un cours si est-ce que vous pourriez me résumer de manière synthétique un peu votre analyse de la situation écologique, en gros un étudiant qui m'a dit c'est pas ouf. Donc je lui ai dit est-ce que tu peux développer un petit peu s'il te plaît? Il m'a dit c'est pas ouf quoi. Donc, effectivement, donc c'est pas ouf, donc on va en rester là pour ces 2 slides et dire que c'était très bien synthétisé, c'est effectivement pas ouf du tout. Donc je vais passer à la deuxième partie maintenant qui est parler de la sobriété dans les rapports du GIEC. Alors je fais un petit peu d'histoire et je suis allé voir ce qui se racontait dans les rapports du GIEC, le premier qui est sorti, le rapport du GIEC de 1990. Alors c'est assez intéressant de lire ces rapports du GIEC. Déjà on voit que, très clairement, on ne touche pas à la croissance, hein, c'est très clairement présent dans ces rapports du GIEC, voire on accélère, c'est-à-dire que on dit pour les pays en voie de développement, pour faire face au réchauffement climatique, il faut accélérer la croissance économique. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est que dans toute la partie qui est le groupe 3 sur lequel je reviendrai, qui est en gros plus ou moins les solutions ou les réponses en tout cas au réchauffement climatique, il n'y a quasiment que des solutions technologiques. Donc on peut le voir par exemple sur un sujet qui est assez connu et emblématique, hein, c'est celui par exemple des émissions de méthane dues aux ruminants. En fait, sur cette partie-là, dans le rapport du GIEC de 90, on ne vous parle que de solutions technologiques. Donc par exemple, donner des hormones de croissance aux vaches pour qu'ils poussent plus vite, parce que du coup vous allez avoir moins de CO2 par kilogramme de viande de bœuf si vous donnez des hormones de croissance, ou bien changer l'alimentation qui permettrait, à cette époque-là, il parle de réduire de 50 à 70% les émissions de méthane en changeant l'alimentation des ruminants. En fait, maintenant, les travaux de l'INRA sur le sujet montrent qu'on est plutôt dans la gamme de 10 à 15%, mais à l'époque, ils sont hyper optimistes justement sur le potentiel technologique de la réduction de méthane. Et on voit qu'en 2022, juste dans un rapport spécial qui est extrêmement intéressant, qui est le rapport spécial sur les terres émergées de 2019, on a juste dans le résumé pour les décideurs, donc c'est ce qui est vraiment lu par les décideurs politiques, il y a 10 mentions dans ce résumé du changement de régime alimentaire comme moyen d'atténuer nos émissions de gaz à effet de serre. Il y a également, pour la première fois dans le dernier rapport de synthèse de cette année, la mention de la sobriété, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Et c'est aussi intéressant de voir quel est maintenant, dans le rapport du GIEC, le statut de la croissance économique. Alors c'est intéressant, et donc si ça vous intéresse vraiment de creuser ce sujet, je vous invite à regarder l'analyse qu'a fait Timothée Paric de ça. Donc, si vous tapez dans votre moteur de recherche préféré Paric découplage GIEC, vous allez tomber dessus. C'est extrêmement intéressant. Donc Timothée Paric est un économiste décroissant, et il montre très clairement que la littérature scientifique, quand on va regarder les articles directement, montre très clairement qu'il y a une insuffisance dans les taux de découplage entre le PIB et le CO2 pour respecter l'accord de Paris. Et là-dessus, il y a à peu près, je dirais, un consensus scientifique. Ça se traduit dans le corps du rapport du GIEC de manière plus ambiguë. C'est-à-dire qu'on dit oui, mais voilà. Et après, on ne parle pas du tout de ça dans le résumé pour les décideurs. C'est-à-dire que cette notion de découplage a disparu. Ouais. Tu peux expliciter un peu la notion de découplage Ah oui, pardon, excuse-moi, ouais, c'est vrai que je devrais le faire. En gros, si tu veux, tu as ce qu'on appelle un couplage entre le CO2 et le PIB, c'est-à-dire que historiquement, ce qu'on voit, c'est que le PIB augmente, les émissions de CO2 augmentent, et du coup, les gens disent, en fait, si on veut à la fois respecter les accords de Paris et poursuivre la croissance économique, il faudrait un découplage entre les deux, c'est-à-dire que le PIB continue de croître et le CO2 décroissent. Et comme les taux de décroissance pour respecter l'accord de Paris sont de l'ordre de
3 à 4% de décroissance des émissions de CO2 par an, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il y ait un découplage suffisamment fort pour que le PIB, lui, continue à croître. Donc si tu dis que ton PIB croît de, je sais pas, 1% par an et continue à croître de 1 ou même 0,5 par an, il faut un découplage de à peu près 4% entre le CO2 et le PIB. C'est ça qu'on appelle le découplage. Et ce qu'on voit, c'est que ce taux de découplage est extrêmement fort. Historiquement, il n'a jamais été fait. Alors après, tu as des économistes qui disent ben, on va y arriver parce qu'on va faire des investissements et tout ça, on va réussir à avoir ce taux de découplage. Et après, ben, y a les faits, c'est-à-dire ben, qu'est-ce qui se passe au niveau des pays qui ont réussi à avoir les plus forts taux de découplage, etc. Donc il y a toute cette analyse qui est présente dans la littérature scientifique et dont la synthèse est que, a priori, on peut fortement douter qu'on puisse atteindre ces taux de découplage suffisants pour respecter l'accord de Paris. Et puis plus les années passent, plus les taux de découplage nécessaires deviennent de plus importants, donc ça devient de plus en plus improbable en fait au fur et à mesure que les années passent. Donc en fait, ce que je vais tenter de faire, c'est quand même d'essayer d'expliquer deux trucs. C'est à la fois ce côté, ben, finalement, la sobriété a fini par apparaître dans les rapports du GIEC, mais également d'essayer de comprendre pourquoi finalement elle est de manière que je qualifierais d'assez timide au vu des connaissances scientifiques sur ce sujet. Donc premièrement, regardons l'apparition de ces notions-là dans la littérature scientifique. Donc là, ce que vous voyez, en fait, c'est des données issues de Easy Web of Science, où en gros, ce que j'ai cherché, c'est tous les articles qui concernent, donc avec les mots-clés Mitigation Climate, donc c'est-à-dire l'atténuation en gros des émissions de gaz à effet de serre, et avec trois mots-clés différents. Le premier, c'est Demand Side, pour en fait Demand Side Solutions. Demand Side Solutions, qui est hyper moche quand on le traduit en français, hein, c'est les solutions basées sur la demande. C'est en fait la manière dont dans les rapports du GIEC, on va mettre un package sur tout ce qui n'est pas la décarbonation la décarbonation des moyens de production. C'est en gros tout ce qui va jouer sur la demande. Et là-dedans, dans ce gros package-là, il y a de la sobriété. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Après, vous avez le mot sobriété en français. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez nous, il a une signification très claire, tout le monde le comprend. Et en fait, c'est un mot qui n'a pas d'équivalent toujours très clair dans les autres langues. Et donc notamment, ça a été très clairement dit par certains auteurs du GIEC, des discussions autour de la sobriété dans les rapports du GIEC ou avec d'autres confrères ou consoeurs des pays européens, mais c'est pas évident. Et donc en fait, la meilleure traduction, ce serait celle de sufficiency, qui est la manière dont ça a été traduit dans le rapport du GIEC, et là aussi j'y reviendrai. Et puis il y a le fameux mot degrowth, là qui est très clair, décroissance. Et il faut savoir que la décroissance, c'est un mot qui est un mot français, okay, qui date d'André Gortz dans les années 70-80. Et donc la degrowth est très claire, et c'est la traduction directe de la décroissance en français. Et ce qu'on peut voir, c'est que du coup, Demand Side Solutions est arrivé quand même uniquement à partir de 2011 dans la littérature scientifique, hein, même s'il y avait quelques articles avant. La sufficiency apparaît à partir de 2015 et la décroissance à partir de 2017, jusqu'à ce qu'on ait, il y a quelques mois, le premier article dans Nature, avec, donc signé par principalement des économistes décroissants, qui disent très clairement qu'il nous faut, si on veut avoir une société soutenable, abandonner la croissance économique comme objectif. Donc, ces notions-là apparaissent très clairement dans la littérature scientifique. Maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est d'essayer d'expliquer pourquoi son apparition dans les rapports du GIEC, et notamment les résumés pour les décideurs, était plus timide. Pour ça, je vais être amené à faire quelque chose d'un petit peu délicat, qui est de faire une critique ou une analyse sur les aspects politiques du GIEC. Alors, c'est quelque chose qui ne se fait pas trop, et notamment les co-auteurs du GIEC ne le font généralement pas trop. Pourquoi ? Parce que généralement, dès que vous commencez à parler des aspects politiques du GIEC, c'est quelque chose qui est particulièrement utilisé plutôt par les climato-négationnistes, pour dire que globalement, comme Donald Trump, le réchauffement climatique, c'est plutôt un complot fait par les Chinois pour nuire à l'économie américaine. Par exemple, c'était SIC Donald Trump. Et donc, quelque part, que les rapports du GIEC, en fait, c'est en fait un complot, et que du coup, en fait, il n'y a pas de réchauffement climatique, etc., que c'est piloté par je ne sais pas.
Voilà. Pour autant, je vais parler de ces aspects politiques dans le rapport du GIEC avec une toute autre conclusion qui est plutôt celle que les aspects politiques du rapport du GIEC ont finalement ralenti la prise de conscience et l'introduction dans le débat public des notions de sobriété et de décroissance. Donc pour ça, la première chose qu'il faut savoir, c'est de savoir dans quel cadre tous les pays du monde se sont mis d'accord en 1992 pour réfléchir sur le réchauffement climatique. Alors ce n'était pas directement pour le GIEC, mais c'était dans le cadre pour les COP, que vous connaissez toutes et tous. Et donc si on lit ce document de quelques pages sur la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques, vous avez dans quelques pages un cimention de la croissance ou du développement économique, et donc je cite, on va dire ensemble une de ces citations. Donc il appartient aux parties de travailler de concert à un système économique international qui soit porteur et ouvert, qui mène à une croissance économique et un développement durable de toutes les parties. Il convient d'éviter que les mesures prises pour lutter contre les changements climatiques, y compris les mesures unilatérales, constituent un moyen d'imposer les discriminations arbitraires ou injustifiables sur le plan du commerce international ou des entraves déguisées à ce commerce. Et un petit peu plus loin, le développement économique étant indispensable pour adopter des mesures destinées à faire face au changement climatique. Donc si vous avez un tout petit peu de culture générale sur l'économie, vous avez reconnu ici un discours typique du libéralisme économique et de la croissance. Donc là, la compétition à l'échelle internationale, c'est bon c'est globalement bon pour l'économie et bon pour la planète, et il faut de la croissance. Voilà. Donc ça, c'est le cadre de réflexion en 1992. Et finalement, ce cadre conceptuel a aussi influencé la manière dont, du coup, le mandat des scientifiques dans le cadre du GIEC a été posé. Donc d'abord, pour comprendre ces aspects politiques, regardons la manière dont justement les États interviennent à différentes étapes du processus de construction des rapports du GIEC. Donc tout d'abord, il faut savoir qu'il y a un bureau du GIEC avec des scientifiques qui sont nommés. Donc à ce moment-là, bien entendu, on ne va pas nommer n'importe quel scientifique à ce moment-là. Et il va y avoir un débat et des discussions entre scientifiques et politiques pour définir le cadre, quelle va être la question à laquelle les scientifiques vont répondre. Par exemple, je donne juste un exemple, il y a un très fameux rapport qu'on appelle le rapport 1.5 degrés, dont la question posée était « Pouvez-vous nous faire un rapport qui va expliciter la différence entre un réchauffement de 1.5 et un réchauffement de 2 degrés ?» Il est sorti en 2018. C'est un rapport extrêmement intéressant qui a marqué beaucoup de gens, pour ceux qui l'ont lu, et je l'ai fait à l'époque où il est sorti. Mais on peut se dire, est-ce qu'à un moment donné, il a été posé par exemple la question aux scientifiques de dire « Faites-nous un rapport dans lequel vous essayez de la manière la plus réaliste possible et à l'aide de vidéos en 3D et de films, de nous décrire ce que sera un monde à 4 degrés. » Non, la question n'a pas été posée, donc les scientifiques n'ont pas abordé cette question, alors je pense qu'elle serait extrêmement intéressante. Une fois que le cadre est posé, les scientifiques vont travailler, alors là cette fois-ci en complète indépendance, et vont écrire des rapports. Là ils peuvent se permettre d'écrire un peu sur les sujets qui leur plaisent, le cadre est posé, mais bon, on peut toujours digresser et traiter un très grand nombre de sujets. Après, c'est important de savoir que la première version du rapport du GIEC va être commentée par tout le monde. Vous comme moi, on peut aller dire « Ah ben non, mais ça, ce truc-là, ce paragraphe-là, je suis pas d'accord parce que ça traite pas tel publie, et là c'est biaisé, etc. » Et les co-auteurs et co-autrices du GIEC sont tenus d'y répondre et de répondre à des milliers de commentaires. Et ils le font. Ils le font. Et à la fin, les États reviennent dans le processus pour l'écriture du résumé pour les décideurs. Et donc là, c'est le fruit d'une négociation entre les États, enfin, les représentants des États et les scientifiques. Donc, un truc qu'il faut qu'il soit extrêmement clair, c'est que les scientifiques ont le droit de veto là-dessus. C'est-à-dire que les États ne vont jamais écrire un truc avec lequel les scientifiques ne sont pas d'accord. Ça, c'est clair. Mais après, il y a quand même des négociations et des États qui vont demander à ce que certaines conclusions soient plutôt amoindries, que cette partie-là n'y soit pas, etc. Et ça vous donne à la fin le résumé pour les décideurs, pour lequel il y a des enjeux politiques extrêmement forts et des heures de négociation. La fameuse phrase sur le changement climatique qui est désormais considéré comme étant sans équivoque. Okay, donc le changement climatique est sans équivoque dû aux activités humaines, d'après Christophe Cassou, a donné lieu à de nombreuses heures de négociations. Donc ils auraient pu peut-être dire certains, enfin, je ne sais pas sur quoi ils ont négocié, mais en tout cas les mots ont été choisis.
Ce qu'il faut également savoir dans l'écriture de ces rapports, c'est que en fait, les scientifiques se séparent en 3 groupes qui d'ailleurs donnent lieu à 3 rapports différents. Le groupe 1 sur, on va dire, les bases scientifiques du réchauffement climatique. Donc là, on est en train de parler vraiment de géophysique. Hein. C'est l'atmosphère, les flux, les réactions chimiques, le forçage radiatif, etc. Groupe 2, ils produisent un rapport qui est très très dur à lire. Enfin, j'ai lu certains passages, qui est sur les impacts actuels du réchauffement climatique dans le monde. Et ça, c'est chaud. Et finalement, ces 2 premiers rapports, je dirais, il n'y a pas trop d'enjeux politiques, enfin, vous voyez, dans les équations de la géophysique ou dans le constat des ravages sur les populations. Voilà, c'est assez neutre, entre guillemets. Et après, vous avez le groupe 3, qui est un groupe dont le sujet, c'est l'atténuation du changement climatique et les voies qu'on pourra avoir, les réponses qu'on pourra apporter. Sachant que, bien entendu, vous le savez déjà, probablement, le rapport du GIEC ne peut pas être prescriptif. Il ne peut pas dire il faut ceci ou il faut cela, mais il peut discuter des différentes voies possibles. Et là-dedans, le truc, c'est que on se retrouve dans le groupe 3 avec, en gros, tous les économistes se retrouvent dans ce groupe 3. Et avec, vous le savez probablement là aussi, une prédominance au niveau mondial de ce qu'on va appeler l'économie néoclassique. L'économie néoclassique est basée sur un certain nombre de postulats assez forts. Premier qui est que tout est convertible en argent, c'est-à-dire que vous pouvez chiffrer ce que vaut une vie humaine, la disparition d'une espèce, une maladie, un arrêt de travail, tout est convertible en argent. Que si vous mettez suffisamment d'argent, vous allez pouvoir avoir des ressources ou de l'énergie. C'est-à-dire que même les ressources ou l'énergie sont convertibles en argent et qu'il suffit d'avoir un prix qui augmente pour pouvoir quelque part créer de l'énergie ou de la ressource. Okay, ce sont des modèles économiques et ce ne sont jamais des modèles physiques. Il y a aussi chez les économistes une très forte prégnance technosolutionniste, de dire que, en fait, là encore, si on met suffisamment d'argent, on va réussir à trouver une solution scientifique ou technologique pour résoudre nos problèmes. Okay. Le libre-échange, j'en ai parlé tout à l'heure, la croissance et une certaine proximité aussi dans les faits entre la sphère économique et la sphère politique. Également, un point qu'il faut savoir là-dessus, c'est que dans tous les modèles du GIEC, que je vous ai présenté, les fameux scénarios, la croissance économique est une donnée d'entrée de ces modèles. Okay, c'est-à-dire qu'on dit, voilà, la croissance va faire ça dans les 50 années à venir. À partir de cette donnée d'entrée, comment est-ce que voilà, les émissions de CO2, les gens vont se permettre de pouvoir acheter des panneaux solaires, des ceci, des cela, etc. Mais la croissance est une donnée d'entrée et pas une donnée de sortie. Donc vous ne pouvez pas avoir un scénario du GIEC avec de la décroissance. Et donc du coup, on se retrouve dans le résumé pour les décideurs du groupe 3, avec à la fois la présence des États, des scientifiques et des économistes, qui fait que, pour moi, voilà, ce que je cherche à essayer de montrer, c'est que ce résumé pour les décideurs du groupe 3 est à la convergence de tout ça, et explique qu'en fait, on ne parle pas explicitement et plus clairement de sobriété et de décroissance dans ce résumé pour les décideurs. Et d'ailleurs, c'est reconnu à demi-mot dans le rapport du GIEC, puisque dans le dernier, ils reconnaissent que la plupart des scénarios ont été des scénarios qui ont été basés sur la technologie, et moins d'attention a été accordée à des réductions profondes du côté de la demande, une réduction profonde égale sobriété ou décroissance, intégrant le changement socioculturel et les effets en cascade, donc ça c'est reconnu. Et donc ça, c'est des conclusions que j'avais fait un peu personnellement, et ça m'a fait plaisir de voir que Jean-Baptiste Pressos, qui est un historien de la technique, a écrit un article dans Le Monde le 28 mars 2023 sur ce sujet-là, et qui a rappelé des trucs que je connaissais, que je ne savais pas, mais que par exemple, dans les années 90, le groupe 3 des rapports du GIEC était dirigé par un climato-sceptique. Entre 2002 et 2015, c'était quelqu'un qui siégeait également au sein d'entreprises de production d'énergie fossile et qu'on avait des employés des nationales fossiles parmi les experts du groupe 3. Et il arrive à cette conclusion. Il n'est guère surprenant que la notion de sobriété n'ait été introduite pour la première fois qu'en 2022. Quant à la décroissance, c'est encore un tabou pour les économistes du groupe 3. Donc, on est d'accord avec Jean-Baptiste. Dernier point, c'est comment, je trouve ça intéressant, c'est comment est-ce que ce mot a été introduit dans le rapport du GIEC. Alors quand je les ai lus, en fait, je me suis aperçu d'un truc hyper surprenant. Il y a un seul chapitre dans lequel on parle de sobriété tout le temps, et dans les autres, on n'en parle pas.
Donc je ne savais pas pourquoi, et après en discutant avec quelques personnes, j'ai fini par comprendre, notamment il y a ce post là qui est intéressant sur Twitter de Julia Steinberger, donc, qui est une économiste suisse décroissante, co-autrice du GIEC, et qui à un moment donné dans ce tweet remercie Yamina Saeb pour tout ce qu'elle a fait pour introduire le concept de décroissance dans les rapports du GIEC. Et donc si vous ne connaissez pas Yamina Saeb, je vous conseille à un moment donné juste de regarder, vous tapez Yamina Saeb et puis golf ou bien piscine, et vous allez tomber sur une petite interview d'elle sur BFM TV, vous allez voir qu'une économiste décroissante, ça décoiffe, c'est très bon, j'adorais. Donc en gros, comment elle a introduit ça dans le rapport du GIEC? Le scénario négawatt, que vous connaissez peut-être ou peut-être pas, il a 3 piliers: sobriété, efficacité, énergie renouvelable. Et en fait, elle a introduit le concept de sobriété comme une traduction de quelque chose qui provient de ce scénario négawatt, et elle a introduit dans ce chapitre bâtiment dans lequel elle était co-autrice. Et finalement, ce concept de sufficiency a fini par remonter dans le rapport de synthèse pour les décideurs. Donc c'est effectivement grâce à le travail acharné d'une économiste qu'on a pu avoir pour la première fois la notion de sobriété qui apparaît dans ce rapport du GIEC. Donc finalement je vais conclure là-dessus en rappelant que donc, le GIEC reste une construction humaine dans lequel en particulier dans le groupe 3 il peut y avoir des confrontations entre différentes valeurs et idéologies, et que du coup ça peut expliquer un certain conservatisme sur la question de sobriété et décroissance. Bien entendu, surtout qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit, je m'appuie énormément sur les rapports du GIEC pour plein de raisons, et y compris sur les travaux qui sont présentés dans le groupe 3, on est bien d'accord. Je suis pas en train de faire du GIECO-sceptisme ou je ne sais quoi, mais juste d'essayer d'apporter un petit éclairage sur ces questions. Donc maintenant que l'introduction était faite, de quoi parle-t-on quand on parle de la sobriété dans ces rapports-là? Donc quelques généralités. D'abord on rappelle quelque chose qui est quand même important, c'est que lorsqu'on regarde le lien entre le bonheur humain quelque part et le confort matériel, au bout d'un moment ça sature. C'est que évidemment si vous avez assez à manger, si vous avez chaud, etc., vous êtes plutôt en bonne santé, voilà, vous avez votre indice humain qui va augmenter, puis au bout d'un moment, ça sature, c'est-à-dire que vous pouvez augmenter la richesse, en fait ça n'apporte plus rien. Et donc dans les pays occidentaux, on est largement déjà sur le plateau de cette courbe, et que donc si on diminuait notre confort matériel, c'est pas pour autant que ça remettrait en cause notre capacité au bonheur. Tout ce qui concerne les demand-side solutions, ce qui est ce gros package dont je vous parlais tout à l'heure, ils estiment qu'en gros ça peut consister à 40 à 70% de réduction des émissions. Et ils notent aussi que... Je comprends pas. Ouais. Je vais y revenir après. En gros, c'est tout ce toutes les méthodes pour diminuer la demande en biens, en énergie. En gros, c'est de la sobriété et pas que, mais je vais y revenir juste après. Et également, ce que souligne, et c'est très clairement dit dans le rapport du GIEC, c'est que la sobriété permet d'avoir moins de nécessité d'utiliser des technologies incertaines. C'est-à-dire que si on veut continuer à garder notre confort de vie tout en limitant le réchauffement climatique à 2 degrés, en fait, on est obligé de mettre dans les scénarios des technologies dont on ne sait pas si elles vont pouvoir arriver à l'échelle, comme des technologies de captation du carbone dans le sous-sol, etc., etc. Donc, moins d'énergie, c'est moins d'incertitude sur les scénarios. Il y a aussi un rappel sur les inégalités. On rappelle que la moitié de l'énergie mondiale est consommée par les 10% les plus riches, qu'il y a des domaines dans lesquels il y a des inégalités extrêmement fortes. Un exemple typique, celui du transport aérien, qui me concerne, que seuls 2 à 4% de la population mondiale utilise. Et il est aussi rappelé que l'équité sociale est quelque chose qui est très important pour les populations, pour les motiver pour le changement. On l'a vu, et notamment même dans les rapports du GIEC et dans quasiment tous les articles qu'on lit sur ce sujet-là, il faut savoir que le mouvement des Gilets jaunes a eu un retentissement international. Il est cité dans les rapports du GIEC comme étant l'exemple du fait que des mesures inégalitaires socialement, du coup, entraînent le rejet de la population. On voit bien
que tous les débats qu'il y a eu en France, notamment sur les jets privés, etc. En fait, les gens, globalement, pour le faire court, les gens sont prêts à faire des efforts du moment que tout le monde en fait, et notamment les plus riches. Et si vous ne respectez pas ce truc-là qui est profondément ancré chez les gens, en fait, ça ne marche pas. Et ça, c'est très clairement dit, il y a tout un chapitre là-dessus dans le rapport du GIEC. Et puis, on rappelle aussi que les émissions sont genrées, que les émissions sont inférieures chez les femmes, qu'il y a plus de climato-scepticisme chez les hommes, et que les femmes ont plus tendance à apporter leur support aux politiques climatiques que les hommes. Donc, venons maintenant dans le détail de ces fameuses Demand-Side Solutions. Alors en fait, dans les rapports du GIEC, toutes ces solutions qui vont conduire à une baisse de la demande, elles sont données sous le terme « Avoid, Shift, Improve ». En français, donc éviter, changer, améliorer. Donc prenons un exemple, la situation de base, c'est vous prenez votre véhicule thermique pour aller passer un week-end chez des amis qui habitent à 500 km pour aller passer le week-end chez eux. Ça, c'est votre situation de base. Là, à partir de là, vous pouvez faire 3 trucs. Éviter, vous pouvez rester chez vous et puis inviter vos voisins pour aller faire une soirée coinche et boire quelques bières. Vous pouvez changer, c'est-à-dire vous dire « Ah ouais, ça faisait tellement longtemps que, en fait... non, pardon, vous pouvez changer, c'est-à-dire vous pouvez dire plutôt que d'y aller avec un véhicule thermique, je vais utiliser plutôt le train et je vais rejoindre mes amis quand même faire mon voyage. Et puis vous pouvez essayer de vous dire, améliorer, c'est plutôt, ça fait tellement longtemps que je voulais m'acheter un véhicule électrique, en fait je vais l'acheter cette semaine et puis je vais aller chez mes amis avec un véhicule électrique et vous aurez moins d'émissions de CO2. Donc c'est ces trois grandes catégories, Avoid, Shift, Improve. Et donc toutes ces catégories, vous pouvez les appliquer à tous les domaines, on va dire, de la vie quotidienne, la mobilité, l'habitat, le confort thermique, les biens de consommation, l'alimentation, l'éclairage. Donc par exemple, si on regarde tout ce qui concerne éviter, c'est du coup ne pas prendre l'avion, faire du télétravail, avoir des vacances locales. Pour l'habitat, c'est des espaces plus petits, des espaces partagés, l'économie d'eau, etc. Pour le confort thermique, c'est baisser la température, changer d'aliment, moins acheter. Et ça, c'est vrai pour tous les biens de consommation. Et pour l'alimentation, vu qu'on est quand même dans une société où globalement on a des excès de calories, c'est moins manger, moins d'alcool, moins de soda, pas d'animaux de compagnie, etc. Et pour l'éclairage, du coup, vous l'avez toutes et tous entendu probablement, c'est pas Versailles ici. Donc tout ça, c'est éviter les consommations. Donc changer, ça va surtout s'appliquer à la mobilité. Donc je vais donner un exemple, là c'est utiliser les transports en commun, le vélo, donc changer de moyen de se déplacer, faire du covoit, l'éco-conduite. Pour les biens de consommation, ça va être l'achat de seconde main, le partage des outils et services, c'est-à-dire que plutôt de s'acheter un outil qu'on va utiliser une fois par an, en fait on va le louer ou le partager avec des voisins. Et puis les changements aussi, c'est dans le changement d'alimentation avec des protéines végétales, des nourritures de saison ou issues de l'agroécologie, etc. Et puis l'améliorer, là, c'est tout ce qui va concerner, on va plutôt dire l'efficacité énergétique et la décarbonation. Donc les véhicules électriques, la construction plutôt en bois plutôt qu'en ciment, des constructions sobres. Tout ce qui va concerner le solaire thermique, l'isolation, les pompes à chaleur, l'électroménager basse consommation, et l'efficacité en matière de cuisson ou la LED en matière d'éclairage. Voilà. Donc ça c'est en gros le panorama de tout ce qu'on va considérer comme étant les Demand-Side Solutions et le fameux Avoid, Shift, Improve dans les rapports du GIEC. Ouais. Les exemples, par exemple, pour la mobilité, c'est directement ce qui est tiré des rapports du GIEC ou c'est un... Ouais, ça c'est un tableau, alors je l'ai vu, que j'ai traduit, j'ai rajouté un autre truc parce que c'était pas super, il y avait quelques trucs qui me paraissaient pas logiques, mais en gros c'est des choses que tu peux le trouver pas exactement sous cette forme, mais que tu trouves dans les rapports du GIEC. Ouais. C'est peut-être pour les questions plus tard, mais c'est facile. Parce que le véhicule électrique, typiquement en France, à la limite, avec le nucléaire, on peut se dire que peut-être que ça a un sens. On est d'accord. À l'échelle mondiale du GIEC, je me dis c'est bizarre de les considérer comme une amélioration. Ça va aussi, véhicule électrique sous-entendu, avec une décarbonation de l'électricité, puisque de toute façon, dans tous les rapports du GIEC, ce qu'ils te disent aussi, ça c'est en parallèle de tout ça, c'est que sur la partie production, tu dois décarboner l'électricité. Donc ça va de pair. C'est-à-dire que évidemment le véhicule électrique en Pologne ou en Australie, on est d'accord, ou même aux États-Unis, ça n'a aucun sens parce que ça conduit aux mêmes émissions de CO2 que
que le véhicule thermique. Donc il se limite à une sobriété vraiment carbone, quoi. Pardon? Il se limite, enfin, en tout cas quand la sobriété apparaît, c'est limité à une sobriété réellement carbone, quoi. C'est pas oui, une sobriété énergétique générale, quoi. En gros, pas pour comprendre la sobriété. C'est-à-dire que si tu diminues globalement ta consommation énergétique, tu as moins besoin de produire de l'électricité décarbonée. On sait que produire de l'électricité décarbonée, c'est quelque chose qui est cher en fait. Et donc quelque part, la sobriété te dit que du coup, tu auras moins d'efforts à faire pour la production d'énergie décarbonée si tu as moins d'énergie consommée. C'est pour ça que je trouvais ça bizarre de voir par exemple améliorer les véhicules électriques individuels. Parce que si l'électricité est décarbonée, effectivement, ça fait baisser tes émissions de CO2. Mais uniquement à condition que ce soit le cas. D'une manière générale, de toute façon, le véhicule électrique est plus efficace d'un point de vue énergétique. Le rendement énergétique, en fait, est quand même amélioré avec le véhicule électrique. Oui, puisque tu as un rendement entre le 80% entre le moteur et l'énergie mécanique. Et que le moteur thermique, c'est 30%. Le 30%, il est à la centrale. La centrale thermique, c'est ça, on n'y gagne pas. Au lieu d'avoir une voiture qui a un rendement de 20 à 30%, le rendement de 20 à 30%, il est dans la centrale qui produit l'électricité. Donc c'est un argument qui ne tient pas, ça. Sachant qu'en plus, la recharge d'une batterie, c'est à 37% de perte, je crois, en moyenne aujourd'hui. Donc en plus de perte, en tout cas, de toute façon, dans les rapports du GIEC, tout ce qui est véhicule électrique est mis en avant. Ça, c'est clair. C'est présenté. Ce qui est également présent, c'est donc ça c'est plus dans la partie on va dire sociaux de ces rapports-là, c'est qu'ils disent finalement il n'y a pas le même statut pour ces trois grands postes. En gros, améliorer, ça nécessite des changements dans les décisions d'achat personnel, et donc c'est quelque chose qui est finalement pas si dur que ça, se dire tiens, plutôt que d'acheter ça, je vais acheter un frigo basse consommation ou ceci. Donc ça c'est possible quand le prix n'est pas un frein. Par contre, changer, ça nécessite des changements dans les routines quotidiennes. Si vous avez l'habitude tous les dimanches de manger un poulet haricots verts, si cuisiner un chili sin carne, c'est un changement dans les routines. Si vous avez l'habitude d'aller au travail en voiture, changer et prendre les transports en commun, c'est un changement, donc c'est plus difficile. Et puis éviter, on est carrément dans le changement de valeur ou de mentalité. Et là, ça peut être parfois très difficile. Genre, non, je vais aller en vacances en avion, quoi. Je veux dire, c'est un droit inaliénable des humains, de l'humanité, donc non, je le fais, quoi. Et ne pas le faire nécessite d'avoir une démarche qui peut être parfois difficile. Et puis, comme vous le savez toutes et tous, les êtres humains sont compliqués. On montre que globalement, les gens se fixent des objectifs pour eux-mêmes qui sont relativement faciles. Et beaucoup réussissent, et pour les autres par contre des objectifs très difficiles. Donc moi j'arrive bien à faire ça, mais eux ils devraient réussir à faire ça, et les autres doivent faire des efforts considérables que vous ne feriez pas. Également on s'aperçoit que les gens ont tendance à minimiser ou à sous-estimer le potentiel d'atténuation de certains des gros postes, c'est-à-dire les choses qui pourraient vraiment compter et faire des fortes réductions d'émissions de CO2. Les gens ont plutôt tendance à sous-estimer ces gros postes. Pardon, mais ça Pardon, c'est qui ça, c'est des études plutôt sociales. Ça, c'est plutôt des études. Alors, dans les rapports du GIEC, tu as toute la partie sciences dures, etc. Tu as énormément, et ça, c'est apparu dans la dernière décennie. Tu as des gros chapitres maintenant qui ont beaucoup grossi d'études sociologiques. Voilà, ou psychologiques, etc. Donc tu as toute une partie de nos collègues des SHS qui au début étaient absents des rapports du GIEC, qui maintenant font des analyses. C'est comme ça que, par exemple, on arrive à la conclusion que j'ai donnée tout à l'heure, que les politiques d'équité sont importantes pour que les gens acceptent de changer, des choses comme ça. Tu as plein de chapitres qui sont en gros les freins et leviers au changement. Qu'est-ce qui fait que les gens sont prêts au changement? Qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas prêts au changement, etc. Donc ça, c'est présent dans les rapports. Alors moi, je ne connais pas cette littérature-là en particulier parce que je suis physicien, mais voilà, je constate ce que je lis dans ces rapports-là, qui provient du coup de la littérature issue de nos collègues des SHS.
Dernier point avant de passer à la dernière partie, rappelez que donc là, j'ai surtout parlé des rapports du GIEC, mais que cette notion de sobriété est également présente dans les scénarios de l'ADEME. Alors je ne sais pas si vous êtes familier avec ces scénarios, mais il faut que vous sachiez que l'ADEME a fait un énorme travail de scénarisation pour la France 2050 décarbonée, et en proposant 4 scénarios très intéressants, avec des visions, des valeurs très différentes. Et notamment le premier, scénario 1, qui s'appelle Génération frugale, qui est très clairement un scénario de sobriété des croissances. Et on voit la différence qu'il peut y avoir sur la consommation énergétique entre ces 4 scénarios, sachant que le scénario 4, lui, c'est plutôt un scénario croissantiste et hyper techno-optimiste, genre on continue, plus tard on sera plus riche, on réussira à régler tous les problèmes qu'on est en train de poser parce qu'on aura trouvé plein de solutions qui vont réussir. On voit que là, entre les 4 scénarios là, sur la consommation électrique, la consommation d'énergie finale en 2050, là on est quand même sur une diminution d'un facteur 2 sur la consommation d'énergie, alors que le scénario 4 lui, a une diminution qui est beaucoup plus forte. Mais on peut noter que de toute façon, dans tous ces scénarios, même le 4, on a quand même une diminution de la consommation d'énergie globale. À population constante? À population, non, enfin avec des projections d'augmentation de la population pour 2050. Même dans les scénarios, tout à l'heure je disais que dans les scénarios du GIEC, il y avait des hypothèses d'entrée sur la croissance économique, il y a aussi des hypothèses d'entrée sur la croissance démographique. Donc voilà, avec différentes hypothèses qui peuvent varier, mais ça fait aussi partie des données d'entrée. Et d'ailleurs, sans boucle de rétroaction, c'est-à-dire que dans tous ces scénarios-là, on ne considère pas les morts que vont causer les augmentations de température. Ça, c'est aussi un point important à donner. On considère que la croissance démographique est une donnée d'entrée. Il n'y a pas de boucle de rétroaction. Donc en conclusion, moi je considère que tout scientifique renseigné, renseigné parce qu'il faut quand même se taper un certain nombre de rapports et de littérature sur ces sujets-là, est prudent. Pourquoi prudent? Parce que va se dire parier sur la technologie, c'est pas être prudent, parce qu'en fait on n'en sait rien, donc c'est regarder avec ce qu'on a actuellement sur la table. On a déjà pas mal de choses qui sont présentes sur la table pour ces scénarios. Et donc devrait en principe faire sienne la conclusion que sobriété ou suffisance ou décroissance est indispensable si on souhaite respecter l'accord de Paris. Également que c'est un potentiel d'atténuation qui est important. Donc maintenant je vais arriver à la dernière partie qui est cette fameuse étude de carbone 4 dont je voulais vous parler, dont je vais donner la phrase qui a été reprise en gros massivement dans les journaux, dans les discussions, dans les débats à la radio, etc. Donc les mots ont leur importance, hein. Même avec un comportement individuel proprement héroïque, c'est-à-dire avec l'activation quotidienne et sans concession de tous ces leviers, un Français ne peut espérer réduire son empreinte de plus de 2,8 tonnes par an, soit environ 25% de l'empreinte carbone annuelle. Et donc, on va essayer de regarder cette phrase et notamment de l'analyser et, en ce qui me concerne, de la critiquer. Donc, petit rappel sur l'empreinte carbone des Français. Vous connaissez peut-être déjà ce graphe-là, 10 tonnes par an d'émissions, avec comme postes principaux d'émissions les déplacements, avec une grosse part pour la voiture. Ici, l'alimentation au deuxième poste, avec ici comme le truc sur la viande et les produits laitiers. Le bâtiment, avec là tout ce qui va concerner le chauffage. Et ici, on est dans plutôt la consommation pour la maison, l'électronique, les loisirs, etc., les vêtements. Et ça, c'est le pot commun, c'est tout ce qui concerne la dépense publique. Donc là-dedans, vous avez les écoles, l'enseignement supérieur et la recherche, l'armée, les hôpitaux, etc. Donc ça, c'est partagé de manière équitable dans la comptabilité carbone entre tous les Françaises et les Français. Comment est-ce qu'on peut diminuer ça? Alors je vous donne juste quelques chiffres parce que je les aime bien. Entre un voyage en avion et un voyage en train, vous avez une diminution des émissions de CO2 qui sont d'un facteur entre 25 et 100. Entre un steak de bœuf et un steak de tofu, c'est une diminution d'un facteur 50. Entre une voiture thermique et un vélo électrique, c'est un facteur 16. Entre une chaudière à fioul et une pompe à chaleur, c'est également un facteur 16 sur les émissions. Et entre une consigne à 21 degrés et une consigne à 17 degrés, sur le papier, c'est un facteur 2. En fait, ce dont on s'aperçoit, là, il y a eu des études assez marrantes qui ont été faites sur des gens qui habitent dans exactement les mêmes maisons,
et de voir un peu qu'est-ce qu'ils consomment en matière d'énergie, notamment pour le chauffage. On s'aperçoit que dans les faits, la variation entre des gens qui, suivant leurs habitudes, est plutôt d'un facteur entre 3 et 4. Parce que les gens ont vraiment des habitudes très différentes. Il y a des gens qui chauffent quand ils ne sont pas là, il y a des gens qui chauffent à fond, il y a des gens qui chauffent pas du tout, il y a des gens qui chauffent la salle de bain, qui chauffent pas, qui chauffent les chambres, qui chauffent pas, etc. Donc on est plutôt dans un facteur 3-4. Moi, ça j'avais pu le constater parce que dans ma famille, on est assez sobre en matière de chauffage. J'avais regardé fait les estimations et on avait une consommation d'énergie par mètre carré qui était d'un facteur 4 inférieur à la moyenne des Français. Donc effectivement, il y a là-dessus des grosses disparités, des grosses sources de diminution. Quels sont les problèmes que je vois à cette conclusion? Premier problème, c'est que toutes ces conclusions là sur les 25%, etc., parlent du français moyen. Et premier problème, le français moyen n'existe pas. En fait, on a une disparité de gens qui ont des revenus et des émissions de CO2 qui sont différentes. Ce que vous voyez ici, c'est un graphe assez connu de Chancel et Thomas Piketty. Vous voyez, en gros, les émissions de CO2 des Français en fonction de leurs revenus. Donc là, les 10% les moins riches, les 10% les plus riches, et là, les 40% moins et 40% en plus. Donc vous voyez qu'il y a une disparité qui est énorme. Et si vous regardez juste, à partir de ce graphe, vous faites juste un petit calcul de pointable en regardant, imaginons que la classe supérieure devienne une classe moyenne plus, déjà vous avez moins 60% d'émissions de CO2. Pour la classe moyenne plus, si elle devient classe moyenne moins, c'est moins 40%. Okay, donc là déjà juste avec ça, vous dites, ça sort d'où les 25%, puisqu'effectivement on voit bien qu'il y a des gens qui arrivent à vivre de manière, enfin classe moyenne moins, classe moyenne plus, qui arrivent à vivre de manière convenable, et avec des émissions de CO2 qui peuvent être considérables. Or, ce qui est assez rigolo, c'est de voir qui reprend massivement le discours sur ces fameux 25%, c'est les classes aisées, les journalistes, les scientifiques, le personnel politique, etc. Donc les gens qui ont accès aux médias et qui considèrent que du coup, ils pourraient réduire leur empreinte carbone que de 25%. Or, à l'évidence, ça n'est pas le cas. Est-ce que tu peux rappeler ce qu'est Carbone 4, d'où il parle et qui s'adresse très rapidement? Ouais, Carbone 4, c'est un think tank qui a été fondé. Ah non, je confonds avec le Shift Project. Non, c'est une boîte qui fait c'est une entreprise qui fait des bilans carbone. Donc pour des entreprises. Donc c'est une boîte commerciale fondée par Jean-Marc Jancovici, qui est également le fondateur du Shift Project, et qui, en parallèle, fait aussi du conseil sur les bilans carbone pour des entreprises. Ils ont fait des rapports assez intéressants sur la neutralité carbone, justement, par rapport aux entreprises, qui est un très bon rapport qui rappelle aux entreprises qu'en fait, il faut qu'ils arrêtent avec le fait de dire qu'ils sont neutres en carbone, parce qu'en fait, ça n'a pas de sens. Donc ils ont quelques documents comme ça d'analyse qui sont pas mal, et notamment c'est souvent leurs analyses, ce graphe-là il vient de Carbone 4, ils font régulièrement comme ça quelques analyses sur l'émission carbone des Français qui sont en général pas trop mal. Mais je reviendrai sur le pourquoi de cette étude à la fin. Deuxième, donc toujours sur ce problème du français moyen. Alors là, les études sociologiques, pour te dire, montrent aussi que les gens ont toujours tendance à se croire plus pauvres qu'ils ne sont. Donc là, je vous laisse, ça c'est les revenus nets par ménage, donc vous pouvez essayer de voir si vous connaissez vos revenus annuels dans votre ménage, vous pouvez déjà voir dans quel décile vous êtes vous-même. Et ce qui est assez intéressant dans ce graphe, c'est uniquement les émissions de carbone liées à la mobilité, uniquement. Et je le trouve assez intéressant parce qu'on voit un certain nombre de choses d'intérêt dans ce graphe. Vous voyez ici les différentes couleurs. C'est en gros la mobilité locale. Ça, c'est en gros, c'est aller faire ses courses en voiture, aller chez des amis qui habitent pas trop loin, amener les enfants à l'école si on en a, etc., etc. Ça, vous voyez que c'est quelque chose qui augmente relativement peu avec le revenu. Je dirais que c'est quasiment une espèce de part un peu incompressible de la mobilité, quoi. Voilà, on pourrait faire autrement, mais bon, on prend sa voiture et on va faire des petits trajets. On voit que le domicile-travail, globalement, pour les gens qui n'ont pas de travail, décide D1 et 2, elle est faible. Et puis après, on a globalement une petite augmentation avec le revenu. Et puis après, ça baisse pour les classes supérieures, probablement parce qu'elles ont les moyens d'habiter en centre-ville ou proche de leur lieu de travail.
Et par contre, là, vous voyez qu'il y a une très très forte corrélation avec le revenu, c'est sur tout ce qui est longue distance en avion et longue distance en voiture, où là, vous voyez, ça c'est la partie verte, qui augmente considérablement avec le revenu et qui même explose dans le dernier décile. Donc là, on voit bien que c'est finalement la mobilité, entre guillemets, de loisirs, qui est très très dépendante du revenu. Deuxième problème que je vois à cette étude, c'est quelles ont été les hypothèses prises pour ces fameux 25% et cette fameuse baisse de 2,8 tonnes. Donc là, vous voyez en gros comment ça a été réparti. Donc ça, c'est passer au régime végétarien. Ça, c'est tout ce qui concerne l'utilisation de vélo, le covoit, arrêter de prendre l'avion, moins de vêtements neufs, manger local, baisser le chauffage, utiliser, faire de l'achat d'occasion pour le high-tech et l'électronique, le zéro déchet et avoir une gourde, et puis avoir des LED dans ces logements. Vous voyez la fameuse LED, souvent donnée comme exemple, genre les physiciens vont réussir la transition parce que vous voyez avec les technologies, regardez l'exemple de la LED, bon c'est ça la LED. Donc merci les physiciens, mais c'est pas avec ça que vous allez changer radicalement la donne en matière d'émissions de CO2 des Français. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, donc, ces calculs, ils ont été faits avec une certaine vision du monde, okay, avec une certaine hypothèse sur les gestes individuels. Et alors, on pourrait très bien avoir choisi d'autres hypothèses. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, on peut avoir une baisse de chauffage qui est vachement plus forte. Là, on s'aperçoit que la baisse de chauffage, en fait, elle est extrêmement faible. C'était 1 degré, voilà, c'était quasiment pas grand-chose. Ça aurait pu être des hypothèses sur l'alimentation végétalienne. Ça aurait pu dire, plutôt que de faire du covoit, utiliser le train ou des transports en commun, diminuer la distance parcourue, parce que là, il n'y a pas d'hypothèse sur la distance qui est parcourue. On garde la distance qui est constante. On pourrait aussi baisser son nombre d'objets high-tech, déménager dans un logement plus petit ou bien être en coloc, etc., plus de voitures. Et donc le résultat final, évidemment, dépend des hypothèses. Autre problème pour moi, c'est la figure du héros. C'est-à-dire qu'en fait, on dit un héros ou une héroïne peut baisser de 25% son empreinte carbone. Donc le héros, c'est quelqu'un de rare, en fait. Alors que là, on est en train de parler de changements qui devraient être adoptés par tout le monde. Et donc quelque part, quand vous dites à quelqu'un un héros peut arriver à 25%, qu'est-ce que la personne reçoit? Elle dit un héros va arriver à 25%, moi je ne suis pas un héros parce qu'il n'y en a pas beaucoup, donc moi je vais peut-être arriver à faire 5-10%, voilà, donc ça ne sert à rien, donc je fais rien. Okay. Et donc finalement pour moi, cette étude de Carbone 4, elle a été principalement utilisée comme argument dans le débat public contre la sobriété individuelle, en disant en fait on ne peut pas faire grand chose. Alors du coup j'avais contacté les deux personnes de Carbone 4 qui étaient à l'origine de cette étude pour leur faire part de mes préoccupations par rapport à l'utilisation médiatique de leur étude et à son contenu. Et la discussion était très intéressante parce qu'en fait leur objectif initial dans cette étude c'était plutôt d'essayer de motiver les gens pour un mouvement collectif, politique, en disant si on s'y met tous ensemble, si on prend les décisions à la hauteur, il y a des grosses marges de manœuvre. Et ils étaient plutôt dans un mode allez tous ensemble hier, on va y aller. Et en fait, on s'aperçoit que médiatiquement, c'est pas du tout le message qui a été utilisé. Et ces deux personnes étaient même un peu dégoûtées, comme moi, quelque part, que de l'utilisation qui a été faite de leur étude, qui est principalement utilisée, en fait, quelque part contre la sobriété individuelle, en montrant que c'est finalement relativement. Troisième problème, il y a cette séparation que je trouve artificielle entre les actions individuelles et l'action collective. Et donc je vous propose une simulation mi-rigolote, mi-sérieuse, entre imaginons que d'un seul coup les gens, séduits par la sobriété individuelle, d'un seul coup massivement se mettent toutes et tous à adopter vraiment tout ce qu'on dit, que lorsqu'on dit faut faire de la démarche de la sobriété individuelle. Alors là vous auriez déjà plein de problèmes. Vous auriez un chômage de masse dans les éleveurs, les abattoirs, chez les gens qui vendent des smartphones, etc. Voilà, donc vous auriez tout un pan de l'économie qui s'écroulerait. Vous auriez des émeutes quotidiennes pour monter dans les transports en commun. Les gens ne voudraient plus monter dans leur bagnole, donc il y aurait des émeutes pour monter dans les bus, les gens se battraient et tout. Vous auriez probablement une baisse du PIB, c'est un souci parce qu'on a des dettes, on a tout un pan de notre économie qui est basé sur le fait qu'on va avoir de la croissance du PIB, donc ça causera des soucis. Vu qu'on n'utiliserait plus nos céréales,
pour nourrir des animaux, du coup on aurait plein de reforestation en France et vous auriez des sangliers qui rentreraient dans les villes, donc il faudrait gérer peut-être avec des milices citoyennes ou des chasseurs, etc. Et puis vous auriez plein de zones désaffectées, tous les Ikea, Kiloutou, machin, toutes ces zones commerciales deviendraient complètement à l'abandon et il faudrait probablement avoir à gérer ça. Donc c'était un peu pour rigoler, mais pas que. En fait, même si on parle de sobriété individuelle, si elle était vraiment adoptée massivement, et c'est ce qu'il faudrait en fait pour respecter l'accord de Paris, ça aurait des conséquences très importantes à devoir gérer de manière politique par la collectivité. D'accord ? Deuxième chose, et ça c'est très clairement dit aussi dans les rapports du GIEC, en fait la sobriété individuelle, c'est pas quelque chose qui peut être décorrélé de la structure dans laquelle on est, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas... Enfin, c'est beaucoup plus difficile d'avoir de la sobriété en matière de consommation quand vous êtes dans un monde qui vous incite à consommer tout le temps, pour plein de raisons. C'est difficile de se dire qu'on va prendre son vélo dans un monde dans lequel c'est dangereux de prendre son vélo parce qu'il n'y a pas de piste cyclable, etc. Donc il y a plein de gens, il y a plein de raisons pour lesquelles la sobriété individuelle est potentiellement... les gens pourraient potentiellement l'adopter, mais pour lesquelles il faut aussi des décisions politiques qui les accompagnent, donc comme le développement de pistes cyclables, l'arrêt de la publicité ou des choses comme ça. Et en fait, un petit truc secret aussi, c'est que beaucoup de praticiennes de la sobriété individuelle, au fin fond de leur être, en attendent un effet d'entraînement et donc un effet collectif. C'est-à-dire que finalement, si moi j'ai diminué mon empreinte carbone d'un énorme facteur et que je chauffe très peu chez moi, c'est autant pour diminuer mon empreinte carbone personnelle que pour pouvoir dire à mes étudiants dans un amphi de 150 personnes qu'avec ça, en faisant ça, j'ai pu diminuer mon empreinte carbone à ces valeurs-là. Toujours dans cette sur une séparation artificielle, vous voyez ici des exemples de choses qu'on pourrait classer dans la catégorie action collective ou action politique pour baisser l'empreinte carbone. Donc par exemple, ramener les 10% les plus riches à la moyenne. Donc, par exemple, en plafonnant les revenus, en mettant des quotas carbone individuels, ça, paf, moins 18% sur le CO2 de la France. Ramener les voitures à 500 kg, moins 10%, arrêter la pub, partager les logements, etc. Donc tout ça, ou électrifier les procédés industriels, tout ça, on est dans la décision collective. Et pour autant, ces décisions politiques, elles n'adviendront uniquement si à un moment donné, il y a des individus alors les individus qui peuvent œuvrer au fait que tout ça se passe. Ça peut être des députés, des électeurs électrices, des chefs d'entreprise, des manifestants, des scientifiques, des consommateurs et consommatrices, des ingénieurs, des citoyens, des actionnaires, etc. etc. Et donc en fait, dans ce débat sur la sobriété individuelle, on a fait un truc qui est politiquement, à mon avis, délicat, c'est qu'on a dit l'action individuelle, en fait, c'est la sobriété individuelle et c'est la consommation. Et en fait, c'est vachement trop réducteur parce que le rapport du GIEC nous le rappelle. Les gens agissent et contribuent à l'atténuation du changement climatique en tant que consommateurs, certes, mais également en tant que citoyens, professionnels, modèles, investisseurs et décideurs. Et donc je vais conclure avec mon dernier slide. C'est pour rappeler que les citoyens et les citoyennes ont différents moyens de contribuer à cette fameuse transition. Avec, j'aime bien ce partage-là, avec des choses qui vont être plutôt à l'intérieur du système et des choses qui vont être plutôt à l'extérieur du système, et des choses qui vont plutôt concerner le changement des acteurs et plutôt des changements, d'autres qui vont concerner les changements de règles du jeu. Donc le premier truc, c'est qu'on est à l'intérieur d'un système qui a des règles données qui sont fixées, et à l'intérieur de ce système et de ces règles, on a de la marge de manœuvre. Et donc là, on est dans tout ce qui va concerner l'évolution du comportement des acteurs et des actrices. Donc là, on retrouve évidemment la consommation individuelle, la sobriété individuelle. Mais il y a plein d'autres choses. Il peut y avoir le choix dans son activité professionnelle ou même de son activité professionnelle. Il y a le vote. Il y a le fait de se dire, ok, moi je change mon comportement, mais je vais faire en sorte que d'autres acteurs changent leur comportement. Donc là, vous allez avoir du lobbying en direction des différents acteurs ou actrices ou de la sensibilisation. Après, partant de là, il y a des gens qui disent « Ouais, mais en fait, les marges de manœuvre, elles sont trop petites, ce qu'il faut faire, c'est changer les règles du jeu. » Mais toujours en restant dans l'intérieur du système. Et donc ça, changer les règles du jeu, c'est faire évoluer le système par l'intérieur. Donc là, vous avez plein de trucs possibles. Vous avez l'engagement politique,
mais vous avez également le lobbying en direction des décideurs. Donc là, c'est aller voir son député ou sa députée et discuter avec l'UL, par exemple. Ça peut être des interventions dans le débat public pour essayer de mettre sur la table des débats, ce qu'on a fait pas mal à la Técopole avec des tribunes, par exemple, ce genre de choses. Et puis vous avez des gens qui disent ouais mais de toute façon ce système il est sclérosé, là en fait il n'y a que des gens qui vont absolument vouloir garder le pouvoir, les classes supérieures, etc. Donc c'est mort, et donc on va plutôt faire des choses à l'extérieur du système, et notamment ce que je mettrais dans toute la catégorie de la sphère non marchande, et de le bénévolat, l'associatif, et tous les gens qui sont actuellement aujourd'hui en train de créer des alternatives partout en France et dans le monde, en se disant en fait, on va créer quelque chose à côté. Voilà, on ne va pas chercher à faire tout ça, on va créer un autre système. Notamment Alternativa, c'est assez rigolo parce qu'ils ont vraiment cette culture basque, entre guillemets, contre l'État. Ils ont vraiment tenté de faire quelque chose en dehors de l'État et à côté. Et puis vous avez les gens qui vont dire ouais mais ce système il faut à la fois en changer les règles du jeu, mais on ne va pas pouvoir le faire par l'intérieur parce que c'est trop clérosé, donc il faut mettre la pression sur le système par l'extérieur. Et donc là, on va retrouver tout ce qui va concerner la désobéissance civile, les zones à défendre, la lutte contre les projets inutilement posés, l'action directe, etc. Donc finalement, quand on parle de sobriété et de ce que peut faire le citoyen, on parle de ça, alors qu'en fait, c'est vachement plus large. Donc voilà, je vais conclure en disant voilà, le potentiel de réduction par la sobriété individuelle d'un ingénieur ou quelqu'un en tout cas des classes supérieures est probablement beaucoup plus dans la gamme 40-70% que 25%. Ça pose, toutes ces questions-là posent la question de ce qu'on appelle un niveau de confort normal. On est toutes et tous habitués à un niveau de confort qui est, au vu des enjeux climatiques, largement non soutenable. Et j'ai voulu essayer de vous montrer qu'il y a quand même une intrication très forte entre ce qu'on appelle les actions individuelles et collectives, et que donc, du coup, résumer tout ça à 25%, un chiffre de 25%, c'est un peu délicat. Et également, vous me rappeler que les citoyens ne se résument pas à être consommateurs ou consommatrices. Et puis je vais m'arrêter là, puisque ça je viens de le dire. Et je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci beaucoup Julien. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à dire si on les garde ou si on les coupe au montage. Oui. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. Une peu différente. Je viens d'une école de management et donc évidemment tout ce qui est décision des décideurs m'intéresse beaucoup. Et à ce niveau-là, on parle beaucoup d'innovation, de business model, de dynamique de business model, etc. Émotionnellement, c'est très compliqué pour des décideurs de prendre des décisions de cette nature-là. Et on parle beaucoup de l'importance des métriques. C'est-à-dire que ces gens-là, ils adorent pouvoir mesurer. Et notamment, la mesure de toutes ces actions. C'est-à-dire que moi, je veux bien mettre en œuvre toutes ces actions, mais je les mettrai d'autant mieux en œuvre que je suis capable d'avoir une mesure de l'effet de ces actions-là, qui soit une mesure objective, qui en plus pourra montrer que je ne fais pas du greenwashing, parce qu'il y en a quand même un paquet qui font des actions comme ça, et c'est plutôt du greenwashing que toute autre chose. Voilà. Et donc, est-ce que vous avez des choses, est-ce qu'il y a des choses autour de la mesure d'impact ou d'effet, les conditions dans lesquelles ça marche, de ce genre d'action? Ouais. Alors il y a deux choses. La première, c'est que là, je vous ai quasiment parlé pendant tout le speech de CO2, en focalisant sur le climat. Et c'est un problème parce qu'en fait, il y a des choses qui ne se chiffrent pas avec les émissions de tonnes de CO2, notamment tous les impacts environnementaux autres, la disparition des espèces, les impacts sociétaux sur des populations qui vont travailler pour nous, qui vont subir les conséquences de nos décisions ici. Et le CO2, son seul avantage, c'est que oui, il se mesure bien, et on peut faire des estimations assez fines de l'impact de certaines mesures. Mais le truc, c'est que dans les entreprises, en fait, la mesure qui compte, c'est celle qui est aussi que tout le monde sait faire, très bien dans les entreprises, c'est celle de l'argent. Et pour avoir quand même fait beaucoup de conférences au sein d'entreprises, parce que j'ai des contacts en tant qu'enseignant dans une école d'ingénieur avec des entreprises, donc j'ai fait quand même pas mal de conférences dans des entreprises. Je vois bien qu'à la fin, les gens ils sont convaincus, ils disent oui, c'est bon, pas de problème, on a compris, on va faire, mais que la décision finale, c'est toujours ah ben oui, mais en fait, là on va perdre de l'argent, là on doit croître, là les actionnaires sont pas d'accord, parce que là si on prend ça, on va se faire défoncer, etc.
Donc, tant qu'on reste dans un système dans lequel le seul critère, c'est pas les émissions de CO2, c'est pas la disparition des espèces, c'est pas les impacts environnementaux, c'est le profit, moi je vois pas du tout comment ce genre de décisions peuvent être prises. Et on voit des exemples tous les jours d'entreprises qui à la fin font « Ah ouais, mais... » Voilà. Donc on peut comprendre quelque part que dans ce cadre-là, le seul outil qu'on voit potentiel, c'est la taxe carbone. Parce que quand on réfléchit en tant qu'économiste en se disant il n'y a que l'argent, et on se dit on ne va pas remettre en cause tout le système des entreprises par actionnaire, etc., et le profit, effectivement, le seul truc c'est qu'à un moment donné, les entreprises vont prendre des mesures si ça leur coûte moins cher que si elles ne le prêtent pas. Et donc dans ce système-là, évidemment, il faut mettre une taxe carbone à 300 € la tonne, et là, il y a plein de choses qui vont passer au niveau des entreprises. Avec une certaine lisibilité, c'est ce qu'elles, quelque part, c'est ce qu'elles demandent. C'est-à-dire que les entreprises, là aussi, elles ne sont pas là généralement pour dire il faut abattre le capitalisme et on va en sortir. Elles disent nous, on a compris les enjeux, taxez-nous. Et mettez en place une taxe carbone une bonne fois pour toutes. Et c'est d'ailleurs ce qui se fait au niveau européen, normalement. En principe, il y a une trajectoire de la taxe carbone qui a été mise en place et qui va être mise au niveau européen. Et on sait que dans 20 ans, la taxe carbone vaudra tant. Et les entreprises, quand elles font leur calcul de est-ce que je vais investir maintenant pour décarboner mon unité de production de verre, par exemple, dans 420 que je connais, eh bien, ils font le calcul avec des thunes et ils regardent au prix de la taxe carbone de 2040 combien ça va coûtera. Voilà. Et les entreprises se limitent à ça. Et personnellement, j'ai envie de dire, on les comprend. Elles sont dans un système où leur rôle, c'est de produire du profit. Milton Friedman le disait, voilà. C'est leur modèle qui ont vu du pain sur la planche, en clair. Oui. Donc j'allais dire, il y a d'autres façons de calculer aussi, probablement, et à nous, je suis aussi chercheur dans ce domaine-là, à nous d'apporter aussi d'autres modèles de calcul. Puis il y a urgence, puisque dans ce que vous dites, d'une certaine manière, ils n'arrivent déjà plus à recruter les jeunes talents, ils nous en font des tonnes sur le sujet, donc leur équation elle tient plus, parce que cette ressource-là les faille aussi, et une des raisons c'est celle-ci. Les jeunes ne veulent plus aller dans ces entreprises pour ces raisons-là. Donc on va être optimiste. Oui, résolument. Il y a un truc dans ce que tu dis, c'est il faut aussi savoir dans quel sens a évolué l'histoire sur cette histoire des nouveaux modes de calcul, etc. Et tu l'as dit très justement en introduction de ton exposé, les économistes néolibéraux, leur objectif, c'est de rendre toute forme de capital substituable et comptable dans la même chose. Et donc du coup, l'histoire est allée dans le sens de on avait différents types d'indicateurs vers on n'en a plus qu'un. Et dire il faudrait revenir à la situation intérieure, c'est avant tout une lutte politique et idéologique qu'une lutte des méthodes d'ingénierie. Enfin, je veux dire, on a fait le chemin inverse de façon résolue et déterminée, quoi. D'autres remarques, questions? Ouais. Juste au moment où vous parliez des scénarios de l'ADEME, si ouais. ça intéresse des gens, il y a l'ADEME qui avait sorti un podcast, 4 podcasts sur les 4 scénarios possibles. Ouais. Et c'est, je crois, Demain c'est pas loin, ça s'appelle. Demain c'est pas loin, ouais, c'est ça. Et il parle des 4 scénarios différents. Okay, j'ai quand même une question. Ouais. Quand à un moment vous avez fait l'historique de l'écologie, je crois que c'était diapo 5, est-ce que les objectifs du développement durable ils ont été faits dans ce cadre-là, avec dans le cadre d'un GIEC qui parlait qu'il n'y avait que des solutions technosolutionnistes, parce que finalement les objectifs du développement durable des fameux ODD. Est-ce que c'est dans cette catégorie? Voilà, les objectifs du développement durable, ils sont un peu indépendants des histoires de réchauffement climatique, mais ils ont quand même été fixés par l'ONU. Donc c'est même pas ça. Donc c'est quand même quelque chose qui s'est... alors c'est pas la même organisation, mais c'est quand même quelque chose au niveau international et avec tous les pays qui se mettent d'accord là-dessus. Donc c'est le même type de processus, c'est probablement, comme tu le dis, les mêmes personnes, les représentants des États aux Nations Unies qui se sont mis d'accord là-dessus. Donc tous les gens qui connaissent un petit peu le sujet savent que dans les objectifs de développement durable, certains sont contradictoires entre eux. Parce que, notamment, il y a, parmi les objectifs, il y a la croissance économique. Croissance économique et lutte contre le réchauffement climatique. Ouais. Ça montrait pas mal de personnes qui avaient des conflits d'intérêts dans certains groupes du GIEC.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour essayer de petit à petit déconfidentialiser le GIEC on voit que en fait ce qui se passe c'est que c'est plutôt je pense c'est vraiment pour le coup j'ai vraiment voulu insister là-dessus, c'est vraiment dans le groupe 3 dans lequel il y a une lutte idéologique. Oui, clairement, mais qui est même pas, je pense, forcément nécessairement avec les entreprises. C'est même au sein de la communauté scientifique. C'est-à-dire que quelque part entre des économistes croissants, comme on peut les trouver la plupart du temps dans les écoles d'économie, par exemple à Toulouse, comme on peut le nommer Christian Gaulier, chez nous, et des économistes décroissants, il y a très clairement un conflit scientifique à résoudre, ou non scientifique. Je sais pas très bien caractériser la nature de ce conflit, parce que pour en discuter justement avec des économistes alternatifs pas mal à Toulouse, la question de base porte vraiment sur les fondamentaux, sur les postulats de base de l'économie, sur cette histoire d'argent, sur le fait qu'on modélise les agents économiques comme étant des gens maximisant leur intérêt financier tout le temps. Voilà. Donc là-dessus, déjà, il y a débat. Il y a aussi un truc hyper important, ça a l'air assez technique, mais en fait, c'est un lien avec la vision du monde qu'on a derrière. C'est ce qu'on appelle dans les modèles économiques le taux d'actuation. Le taux d'actuation, en fait, c'est de prendre en compte dans les modèles économiques que les gens accordent plus d'importance au court terme qu'au long terme. Et les économistes disent qu'ils ont même réussi à chiffrer ça. Et ils mettent ce truc-là dans leur modèle. Qui fait que si quelqu'un meurt dans 2 ans, ou quelqu'un meurt dans 50 ans, ça n'a pas le même poids économique. Tu prends le taux d'actuation. Et pour donner un ordre de grandeur, les économistes débattent dans les modèles du GIEC, il y a des taux d'actuation. Ils sont présents dans les modèles, tous les scénarios là. Il y a un taux d'actuation qui varie entre 2 et 4%. Donc quand on te dit 2%, c'est plutôt, je prends en compte les générations futures, les humains qui vont vivre après moi ont autant d'importance que moi maintenant, etc. Donc normalement, le taux d'actuation devrait être de 0% si tu penses vraiment aux générations futures. Et plutôt 4%, ça va être plutôt la version très économiste, justement. Non, les gens raisonnent pour leur intérêt propre à court terme. Tu vois, ça a l'air technique comme ça, mais en fait, c'est vraiment des visions du monde qui sont différentes, qui sont introduites dans ces modèles. Ouais. Est-ce que ça se note sciences économiques, moi, c'est toujours un doute. Les économistes, pour dire, c'est quand même beaucoup d'idéologie. Donc ce qui manque, c'est reconnaître qu'il y a une part de philosophie là-dedans, et c'est ce que tu viens d'exprimer, je pense qu'il y a des choix fondamentaux. Il y a des choix qui expriment des convictions personnelles, mais il faut arrêter que la science est le prix Nobel de l'économie. C'est pas l'économie, mais je pense qu'on alerté dessus. Ouais, pour revenir au sujet de ton exposé, donc tu as dit en français sobriété, on sait ce que ça veut dire. Est-ce que, parce qu'on l'entend beaucoup et c'est pas toujours utilisé de la même manière, est-ce que toi, de ton point de vue, tu peux nous faire un point sur sobriété, frugalité, et est-ce que ça a un sens technologie sobre, technologie frugale? Oula, vous avez 2 heures. Parce qu'on l'entend beaucoup. Je peux botter un peu sur celle-là? Non, je voudrais juste dire juste un truc. Je ne vais pas répondre à toutes tes questions, je pense. Juste un truc, c'est que dans le débat public, il y a quand même beaucoup de gens qui confondent, alors, soit volontairement, soit non volontairement, je ne sais pas, sobriété, efficacité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent oui, la sobriété, c'est facile, c'est avoir un véhicule électrique. Non, la sobriété, c'est pas ça. La sobriété, ça va être de changer les chaudières à fioul par des pompes à chaleur. Non, la sobriété, c'est toujours pas ça. Voilà. Donc il y a vraiment un truc, et je pense un combat sur les mots à mener, pour vraiment que déjà, au moins en France, le terme sobriété ne soit utilisé que pour son usage, qui est vraiment une diminution des usages. On fait moins. Voilà. Et après, alors ça peut être sobriété, ça peut être frugalité, qui sonne en français en tout cas comme étant aller un petit peu plus loin encore que la sobriété, parce que la sobriété, on sait pas trop où s'arrêter. Quand on parle de frugalité, de suite on voit qu'on a quasiment juste le nécessaire. Et c'est assez intéressant de voir aussi en anglais quel est le terme qui a été choisi, qui est le terme sufficiency, que d'ailleurs Valérie Masson-Delmotte elle-même disait qu'elle n'aimait pas sobriété parce qu'elle trouvait que ça sonnait un peu trop amiche.
et qu'elle préférait le terme de suffisance. Et qu'elle avait envie qu'on utilise le terme suffisance. Mais actuellement, personne ne l'utilise dans ce sens-là. Et il a un autre nom, une autre signification très connotée par ailleurs, donc c'est un peu délicat. Et frugalité, il a plus cette connotation où on a vraiment juste le nécessaire. Et dans le terme sufficiency en anglais, c'est assez intéressant de voir que ce terme sufficiency politique, ça a été utilisé en Thaïlande pour qualifier justement des politiques dans lesquelles tout le monde, des politiques très égalitaires, enfin à visée très égalitaire, où tout le monde aurait le nécessaire pour vivre. Sans forcément dire que justement il ne faut pas avoir trop, mais au moins déjà que tout le monde ait assez pour vivre. Donc c'est intéressant quand même toutes ces histoires de sémantique, je trouve, autour de ces mots-là. Alors peut-être m'en faire à l'avocat du diable, comment tu peux répondre à une critique qui dirait qu'on a envie de faire du cherry-picking dans les rapports du GIEC en gardant les sciences dures, les deux premiers groupes, et en disant que le 3 c'est les sciences humaines, c'est plein d'hypothèses cachées, c'est pas solide, c'est pas clair. Comment tu réponds à ça? Alors, moi je ne vais pas jusqu'à jeter à la poubelle le rapport du groupe 3, hein. J'utilise toujours, je lis beaucoup, etc. Mais j'essaie juste de le faire en ayant un recul sur ce qu'il y a sur les hypothèses sous-jacentes, quoi, et sur la manière dont ça a été utilisé. Et notamment, je trouve que c'est très, malgré tous ces scénarios, même s'il y a de la croissance économique derrière, etc., on voit quand même qu'ils te permettent de sortir des trucs du genre il faut des décroissances de X% par an, il faut réussir à installer X% de panneaux photovoltaïques en plus par an, etc., etc. Donc il y a quand même des trucs à sortir de ces scénarios, mais il faut savoir que quand même, il n'y a pas de scénario de décroissance dans le rapport du GIEC. Dans ces scénarios-là, il n'y en a pas. Et ça, politiquement, pour le coup, c'est hyper non neutre, quoi. Enfin, c'est que l'éventail des possibles n'a pas du tout été exploré. On a dit, ça, on ne va pas l'étudier. Et alors que ça devient de plus en plus évident que ça, il faudrait l'étudier en priorité. Voilà. Et donc là, par contre, il y a un gros trou, quoi. Et c'est sur ce trou-là que j'ai voulu vraiment mettre l'accent, tout en disant que les modèles, de toute façon, on sait ce que c'est, les modèles, hein, ils ont tous des imperfections. Donc si on a pris le temps d'essayer de bien comprendre quelles sont les hypothèses de ces modèles économiques et du coup quelles sont leurs limites, comme n'importe quel modèle, même en physique, hein, on connaît les limites que peuvent avoir les modèles. Bon, là, c'est des modèles économiques dans lesquels il y a des hypothèses qu'on peut remettre en question pour des raisons plutôt idéologiques, philosophiques. Mais une fois qu'on sait ça, on peut quand même utiliser ce qu'il y a dedans, à condition d'avoir bien compris de quoi on parle. Et tu n'as pas peur que tout ce argument peut être compris en miroir par un team safety qui diront dans le groupe 1 et 2, il y a des hypothèses derrière et ils disent que d'accord réviser des trucs qui sont plus muets quand même. C'est pour ça que j'ai pris des précautions en vous disant que j'allais parler des aspects politiques du rapport du GIEC, et j'ai essayé de bien mettre au clair que je ne parlais pas du tout de ce qui était dans le groupe 1 et dans le groupe 2, déjà. Et dans le groupe 1 et dans le groupe 2, dans le groupe 1, il y a le réchauffement climatique et dû intégralement aux émissions humaines. Et ça, voilà, ça c'est la photo et je ne remets pas encore, je parle vraiment du groupe 3. Les SHS poussent jusqu'à l'expérimentation de terrain dans le concret, exactement comme les sciences dures. Quand on aura expérimenté dans le concret, et ça c'est quelque chose qu'on fait très peu, hein, parce que c'est difficile à publier. Tout ce que tout bête, hein. C'est difficile à publier parce qu'il faut faire des quantis et c'est compliqué dans nos disciplines de faire des quantis à partir d'expérimentation de terrain. Mais à partir du moment où vous allez sur le terrain et observer concrètement et tester concrètement vos hypothèses, premièrement, on saura encore mieux les formuler et puis interpréter tout ce qui est derrière et sous-jacent à ces modèles-là. Et on saura un peu moins les tordre comme ça nous arrange ensuite. On va prendre deux dernières questions. Il y avait Eric d'abord. Pour revenir sur la question qui n'existe pas le français moyen, quelle est la part de la profession que la personne va exercer? Et notamment un petit focus sur l'enseignement supérieur et la recherche, parce que si on croit les bilans carbone que le CNRS fait, par exemple, et qu'on utilise par le monde d'agents, c'est un l'air énorme. Moi j'ai entendu 10 tonnes par agent, etc. Donc comment on pense en sachant que dans le pays, il y a des gens qui disent changer de métier. Je reviens là-dessus, sur ce truc-là. Ouais.
Bon, d'une part, ce qu'il faut savoir, c'est que, et là, toutes les études, même au niveau international, le montrent, il y a une corrélation directe entre les émissions de CO2 et le revenu. Donc, globalement, ce qui est aussi intéressant de voir, il y a quelques articles extrêmement intéressants là-dessus, c'est de dire que, indépendamment des... c'est-à-dire que même les gens qui ont une conscience écologique très élevée, globalement, ça influence peu sur leurs émissions de CO2. Globalement, hein, je ne rentre pas dans les détails, mais que de toute façon, à partir du moment où tu es riche, bah, tu dépenses ton argent, et à partir du moment où tu dépenses ton argent, tu émets du CO2, indépendamment de tout ce que tu peux faire. Le seul moyen, c'est ce que disait un peu Gaël Giroux à un moment donné, finalement, le seul moyen de vraiment réduire les émissions de CO2, c'est pas de faire de la répartition des richesses, parce qu'en fait, si tu répartis des richesses et que tu prends aux riches pour les donner aux pauvres, ben les pauvres ils vont consommer et émettre. Tu n'as pas gagné grand-chose. C'est de brûler du cash. Parce qu'à un moment donné, il faut juste limiter les revenus, que les gens gagnent moins et que du coup ils dépensent moins et que là on est mieux. Donc la répartition des richesses est hyper importante pour des raisons sociales, d'équité et même d'acceptation de certaines mesures politiques et même voilà. Donc, dans une vision humaniste, la répartition des richesses ne va pas conduire à diminuer les émissions de CO2, même au contraire, parce qu'il y a un effet qui a été assez bien documenté par Potier, c'est l'effet, ce qu'on appelle l'effet qualité. C'est-à-dire que par exemple, entre une bouteille de pinard à 6 000 € et une bouteille de pinard à 3 €, les émissions de CO2 sont à peu près les mêmes. Okay. Bon, peut-être même que celle à 6 000 €, elle était assez grain par grain, etc. Et donc, ça pour dire que les riches ont aussi un truc où ils achètent des trucs vachement plus chers qui émettent pas forcément, si le truc est 30 fois plus cher, il émet pas 30 fois plus de CO2. Donc si tu prends aux riches et que tu le donnes aux pauvres, globalement, si tu fais juste ça, tu vas émettre plus de CO2. Donc ce qu'il faut, c'est prendre aux riches et les brûler. Brûler du cash. Trop de PIB, trop de richesse, trop de consommation. Pas le transfert. Pour revenir sur oui. l'émission des panels. Et pour revenir sur les émissions, il y a un truc qu'on fait, alors je trouve que c'est pédagogiquement hyper intéressant, l'approche Labo 1.5 et de faire le bilan carbone et de le ramener par scientifique parce que ça nous met aussi, on est en train de parler de notre empreinte professionnelle. Okay, mais dans les bilans carbone, en fait, nous on est là. C'est-à-dire que notre rôle, on considère qu'il est utile à toute la société, on le répartit sur tous les Français. C'est comme, je prends un autre exemple, quand tu as un éleveur qui élève 100 vaches, tu dis pas, tiens, je t'attribue en tant qu'éleveur les émissions de CO2 de tes 100 vaches, parce que là, laisse-moi te dire que les émissions de CO2 des agriculteurs, ils seraient à plusieurs dizaines, une centaine de tonnes par agriculteur, agricultrice. Mais nous, et je trouve que c'est intéressant ce qu'on fait, on prend la responsabilité aussi de ce qu'on fait dans notre société, mais c'est un truc qui normalement n'est jamais fait dans les bilans carbone. Et ça pose aussi la question, et ça c'est Potier le discute très bien dans son article, de quelles sont les hypothèses qui font que tu construis un bilan carbone. À qui tu attribues les hypothèses? Est-ce que tu l'attribues aux entreprises? Là on est en train de parler de l'empreinte carbone des Français. Donc là on est bien en train de parler de dire c'est de la responsabilité individuelle, parce que c'est à chacun de réaliser ce truc-là. On pourrait très bien parler de l'empreinte carbone de la France. C'est-à-dire faire disparaître tout ça et ne mettre que des domaines avec des entreprises par exemple. Et là, d'un seul coup, tu dis, ah ouais, mais c'est les entreprises qui doivent diminuer. Tu vois? Donc la manière dont tu présentes un bilan carbone, elle n'est pas neutre. Et elle te conduit à avoir des conclusions qui peuvent être différentes. Aurélien, je crois. Du coup, je vais revenir sur la décopole en général, et puis rebondir un peu sur cette histoire de philosophie, puisque si on arrive au point que, pour aller tout en bas à droite de ton schéma de proposition, la seule solution pour s'en sortir, c'est de détruire le capitalisme. Est-ce qu'il y a une structure à faire pour se baser sur les expériences des gens qui essaient de faire ça depuis une centaine d'années, les novices, les trotskistes, etc., qui ont cette expérience d'échec, on va dire, relativement nombreux? Est-ce qu'il n'y a pas un apprentissage à faire avec ces gens-là, avec ce monde politique qui se bat contre cette destruction du capitalisme et qui n'y arrive pas depuis une centaine d'années, pour que nous on ne fasse pas exactement la même chose, que ça démarre en glace? Ça fait quoi? Ça fait à peine 10 ans que les gens commencent à se mobiliser là-dessus. On ne part pas sur 100 ans à essayer de le faire sans jamais y arriver. Ah oui, toi aussi tu veux comment on abat le capitalisme de manière rapide et efficace? Non, c'est comment on va apprendre de cette... Tout le monde me pose la question, mais je ne sais rien, mec. Nous, avec ça, on apporte un message qui est vachement plus glamour que ce que les marxistes peuvent apporter. Oui.
Et du coup, c'est comment on peut essayer de combiner ces forces-là pour dire on va dans la même optique en fait. Et du coup, c'est comment réussir à apprendre de l'erreur et nous amener peut-être ce côté gamoistique. Vous avez dans la Technopole une espèce de vision comme ça. Ben, du coup, on en discute effectivement beaucoup. Après, le truc sur lequel on insiste, c'est que et les économistes en jouent un petit peu, c'est-à-dire qu'ils disent ouais, mais regardez, l'alternative au capitalisme, c'est le marxisme, regardez ce que ça a fait, la Russie, ça a foiré, donc en fait, on n'a pas d'autre choix, there is no alternative, tout ça, blabla. Le truc, c'est que on peut considérer que la Russie ou la Chine, c'est pas vraiment du communisme, c'était le capitalisme d'État, quoi. Et que de toute façon, au niveau des structures politiques, on a quelque chose très clairement à inventer. Voilà. Au vu de l'urgence écologique, au vu de tout ce qu'on a compris maintenant sur les limites planétaires, sur les mécanismes, etc., je pense qu'on voit que le capitalisme ça ne marche pas, le marxisme pas beaucoup plus, et donc il y a très clairement quelque chose à inventer. Nous, le truc sur lequel on a vraiment beaucoup réfléchi, pour moi la piste que je verrais, c'est déjà d'avoir vraiment une réflexion hyper poussée sur le rôle de la technologie dans nos sociétés et d'avoir un contrôle citoyen sur les technologies. C'est-à-dire qu'actuellement, la liberté d'entreprendre est devenue une liberté qui est non remise en question, c'est-à-dire que tu dois juste respecter quelques normes, et à partir du moment où tu respectes quelques normes, tu as le droit de vendre tout et n'importe quoi sur le marché. Pour moi, ça c'est déjà un problème. Je pense que déjà, si on commence à s'attaquer à ce problème-là, déjà, on peut mettre alors, détricoter le capitalisme. Le grand soir, j'ai du mal, je ne sais pas pourquoi, j'ai un peu du mal à y croire. Par contre, je pense qu'on peut détricoter le capitalisme petit bout par petit bout. Et pour moi, un des premiers bouts, c'est la liberté d'entreprendre. C'est non, on ne peut pas vendre tout et n'importe quoi. Non. On va mettre en place des structures politiques, citoyennes, machin, un truc, n'importe quoi. Ça donne à réfléchir pour qu'à un moment donné, non. Parce qu'on sait trop. La philosophie des techniques et l'histoire des techniques nous montrent trop la manière dont la technologie transforme radicalement notre monde, jusqu'à même nous transformer nous-mêmes, quoi. Et voilà, là on en sait assez là-dessus sur dire, bah non, par exemple, nous à la Technopole, on avait très clairement dit, on ne développe pas la 5G. Non, on ne le fait pas en fait. Et ça, c'est un exemple précis qu'on a extrêmement bien documenté, il y a eu un bouquin là-dessus. Mais cet exemple-là, on peut l'appliquer à d'autres trucs. Genre, non, on ne vend pas de SUV en fait. Non, on ne vend pas tout ça. Donc, qu'à partir de ce moment où déjà tu commences à faire ça, déjà, tu peux commencer à avoir quelque chose qui peut déjà commencer à mettre un petit point dans le capitalisme.